Bonjour et merci d'être au rendez-vous de votre dimanche en politique pour débattre aujourd'hui d'une question considérée comme prioritaire par le gouvernement pour lutter contre le réchauffement climatique et préserver la biodiversité. Il s'agit de réduire de moitié d'ici 2031 l'utilisation de nouvelles terres à bâtir avant d'atteindre l'objectif ZAN, zéro artificialisation nette des sols, en 2050. Il va sans dire que la mise en application de ce principe va se traduire par des conséquences sur les constructions de logements, sur les équipements d'entreprises ou encore les projets publics. Alors comment repenser l'urbanisme à l'heure de la sobriété foncière? Pour en parler, nous sommes dans le Gard, à Marguerittes. Et vous allez voir qu'ici, le sujet est au cœur de la question. Des constructions qui se multiplient, des parcelles naturelles qui se réduisent, 20 à 30 000 hectares d'espaces verts sont artificialisés chaque année dans l'Hexagone, une croissance 4 fois plus rapide que celle de la démographie. Exemple à Toulouse où la transformation du quartier de la Cartoucherie est loin de faire l'unanimité. Intensification de la circulation, perte d'ensoleillement, les habitants dénoncent la bétonisation de leur lieu de vie. On voit arriver des grands immeubles, 3 étages, 4 étages, qui enlèvent le soleil, qui amènent des voitures, qui amènent du bruit. On a l'impression d'étouffement. Pour lutter contre cette croissance urbaine, un observatoire est né en juillet 2019. Son rôle, la publication chaque année d'un état des lieux de la consommation des espaces naturels pour des projets immobiliers. L'objectif, trouver des solutions pour limiter, voire stopper l'artificialisation des sols face à l'urbanisme. Il faut construire un peu la ville sur la ville parce que on ne peut pas s'étendre comme on pouvait le faire auparavant. On peut parfois essayer d'amender les projets, mais on ne peut pas s'opposer systématiquement si effectivement le promoteur propose un projet qui est conforme au PLU. Peut-on tendre vers l'arrêt de l'extension des villes au détriment des espaces naturels? La question se pose aujourd'hui. Marguerittes fait partie des 22 territoires qui expérimentent déjà le zéro artificialisation nette des sols. La commune a d'ailleurs sanctuarisé des terres agricoles. Nous allons demander aux Margueritois ce qu'ils en pensent. Mais je pense qu'il faudrait réserver le foncier naturel autour de ce village qui est très important à Marguerittes, avec tous les viticulteurs et tout ce monde qui nous entoure. Au lieu de faire déforestation, je ne sais pas comment expliquer, mais garder un peu cet état de garrigue qui fait la qualité des villages aux alentours comme Saint-Gervasy, Marguerittes et Bezous. Il faut bien que les gens se logent aussi, il faut penser aux autres. Nous avons notre maison, mais les jeunes, il faut bien les mettre quelque part. Il faut continuer à développer pour attirer du monde ici, pour attirer plus de jeunes, pour augmenter la population, pour attirer le tourisme aussi, parce que c'est quand même un endroit magnifique. Mais je pense aussi qu'il faut préserver la nature, la biodiversité, les animaux. Je suis arrivé en 82, moi, ici, il y a 40 ans. Donc là, il y a eu un bon essor. Et après, c'est trop. Trop de construction, trop de logements? Oui, parce que quand il y a eu des inondations, l'eau, elle est de partout, puisqu'elle ne peut pas... Il n'y a plus la place. Hein. Je pense que la biodiversité devrait reprendre sa place, la nature et tout ce qui va avec. Mais après, pour se loger, c'est vrai que... il manque beaucoup de logements et beaucoup de demandes sont en cours, donc c'est très compliqué à répondre à cette question. Il faut voir les appartements qui se font actuellement. Des appartements sans terrain, des appartements où les places de parking sont situées sur des terrains annexes, où les bassins de décantation sont sous les bâtiments. C'est une aberration monumentale. Et nous voici toujours à Marguerittes, sur ces 30 hectares de terres agricoles préservées désormais de toute construction conforme aux objectifs ZAN. Pour en parler, le maire de la commune avec nous, bonjour. Bonjour. Rémi Nicolas, merci d'être là. Et Céline Torres, bonjour. Bonjour. Présidente du pôle habitat de la Fédération française du bâtiment Occitanie. D'abord, je vous rappelle ces chiffres. En Occitanie, environ 7% de la surface a déjà été artificialisée. Le reste, ce sont des surfaces donc agricoles et sylvicoles. En France, entre 20 et 30 000 hectares sont bétonisés chaque année. À ce rythme-là, d'ici 2050, c'est la surface de la Corse qui aura été consommée. Alors, monsieur le maire, vous n'avez pas attendu la mise en place déjà de la ZAN, vous l'appliquez désormais, cet objectif. Quels effets vous en attendez?
L'objectif politique que nous menons à Marguerite est de concilier plusieurs orientations qui peuvent paraître antagonistes. Tout d'abord, vous l'avez dit, préserver la vocation nourricière et agricole de notre plaine agricole, mais aussi répondre à nos obligations en termes de logement, et notamment en termes de logements sociaux, mais aussi répondre aux besoins de nos habitants en termes de logement, pouvoir réaliser le parcours résidentiel, pouvoir m'installer quand je suis jeune, pouvoir rester dans un logement adapté lorsque je suis senior. Et finalement, c'est la conciliation de ces trois objectifs s'est retrouvée comme une évidence dans la mise en place du dispositif ZAN mis en place par l'État. Alors, est-ce que vous entendez ces maires, peut-être de communes urbaines, qui sont inquiets de l'étalement urbain, car il s'agit aussi de freiner l'étalement urbain? Est-ce que le fautif, c'est la construction? Alors déjà, je vais revenir sur votre entrée en matière. Quand vous dites que on va bétoniser la Corse d'ici à l'horizon 2050, c'est ça? Alors déjà, il y a artificialisation et artificialisation, parce que la France a pris sa propre définition de l'artificialisation et non celle qui a été mise en place par l'Europe. Donc elle est beaucoup plus contraignante et beaucoup plus artificialisante, si j'ose dire, que le mode de calcul européen. C'est-à-dire qu'on y inclut les parcs et jardins. On y inclut notamment les parcs et jardins, ce qui est justement une des discussions que nous portons au sein du pôle habitat au niveau du Sénat et de l'Assemblée nationale. De la même façon, on se rend compte que depuis les 10 dernières années, on a baissé le taux d'artificialisation d'1 tiers. Donc en fait, on s'est supposé... Mais il augmente plus vite que la population, 4 fois plus vite. Ça dépend des régions. Aujourd'hui, sur l'Occitanie, on est sur des démographies positives. Si on compare avec d'autres régions de France, en effet, on a moins de besoins. Peut-être faudrait-il adapter l'artificialisation et la capacité à artificialiser en fonction des territoires et de la demande d'implantation. Comme le disait très justement Monsieur le maire, et c'est toute la difficulté que rencontrent nos maires occitans, gardois notamment, le Gard attire énormément, et demain, il faudra choisir... Et la population augmente. Exactement. Alors justement, comment vous comptez faire face à cette demande de logement, car vous sanctuarisez des terres, donc vous vous privez finalement de surface. L'objectif, c'est de ne plus utiliser de nouvelles terres à bâtir. L'objectif est effectivement de rester dans l'enveloppe urbaine existante de la commune. Alors, nous avons quelques espaces encore disponibles sur cette enveloppe urbaine. Nous avons 15 hectares notamment d'un quartier. C'est peu. C'est peu, mais qui demande à être repensé, à être réaménagé. Donc c'est tout l'objet de la réflexion que nous menons à travers le ZAN. Comment requalifier une zone urbaine pour permettre d'accueillir ce nouveau type de logement dont nous avons besoin. Aujourd'hui, je crois qu'on ne peut plus construire comme on l'a fait précédemment avec des pavillons avec jardins, avec des pavillons et jardins, une urbanisation horizontale. Aujourd'hui, non seulement nous n'avons plus les moyens, mais ça ne correspond plus aux besoins de nos administrés. Les pavillons avec jardins, il faut faire un trait. Pourtant, 80% des Français, en tout cas, en rêvent aujourd'hui. Et oui, on est en train d'imposer un mode de vie aux Français. Donc après, il y a pavillon et pavillon. Quand on parle d'un terrain de 1000 m², en effet, aujourd'hui, ça n'a plus lieu d'être. Par contre, aujourd'hui, on sait densifier. On sait construire de la maison individuelle sur des parcelles de 150 à 200 m², tout en respectant la vie privée des gens. Donc ça passe par ça aussi, le ZAN. Je pense qu'il ne faut pas de démarche trop radicale. Aujourd'hui, on est en train d'opposer la maison individuelle à des immeubles de 10 étages. Non. Il y a des compromis à faire. On peut densifier certaines parcelles et certaines dents creuses en centre-ville notamment. Alors vous citiez justement le Sénat avec la proposition de loi qui est examinée en ce moment, portée par le sénateur Jean-Baptiste Blanc, donc sénateur du Vaucluse. Alors il a fait un certain nombre de propositions pour justement corriger cet objectif ZAN. Il estime qu'il ne faut rien imposer donc aux maires qui doivent rester libres de leur urbanisme et il fait d'autres propositions. Écoutez. Le risque étant que la région et les grands ensembles métropolitains s'accaparent tous les droits au détriment d'une périphérie et de la ruralité. Au Sénat, nous voulons lutter contre ce phénomène-là parce que nous sommes sensibles à la liberté laissée aux élus locaux qui savent ce qu'il faut faire territoire par territoire et parce que nous ne voulons laisser aucune commune au bord de la route. Il y a d'une part le droit à l'hectare, il y a d'autre part une part réservée pour les projets ruraux que l'on va inscrire dans le marbre. Il y aura deux façons pour nos maires ruraux et des petites communes de pouvoir défendre leurs projets. On travaille aussi sur les grands projets. Figurez-vous que dans la loi climat et résilience, ce
qu'on appelle les grands projets, c'est-à-dire les projets d'intérêt national, devaient sortir de l'enveloppe du ZAN. Dans votre région, par exemple, Airbus. Dans une région plus au nord de notre pays, le canal Seine-Nord. Tout cela est fortement consommateur de mètres carrés. Il n'est pas envisageable qu'on impute ensuite cette consommation foncière sur les élus locaux. Donc on demande aussi à ce qu'il y ait un véritable décompte des projets d'intérêt national. Sans ça, nos élus locaux ne vont plus avoir aucune marge de manœuvre. Monsieur le maire, est-ce que vous ne craignez pas, vous aussi, même si vous n'êtes pas commune rurale ici à Marguerite, d'être mis sous tutelle sur le volet urbanisme avec la ZAN? Non, je le pense pas. Justement, il faut que... Moi, je vois la ZAN comme une opportunité pour les élus, une opportunité de penser différemment l'urbanisation de nos communes. Et le fait pour moi d'expérimenter le ZAN dès 2022 me permet de rester maître du devenir de ma commune et de penser ma commune à 20 ans avec les objectifs que nous fixe le ZAN et ces orientations qui finalement s'imposent à nous. Aujourd'hui, penser que l'on peut continuer à bétonner sur nos terres agricoles n'est plus entendable. D'autres exemples de ce que vous appliquez dans votre commune pour atteindre ces objectifs? Alors ces objectifs, on les atteint notamment à travers la végétalisation et la désimperméabilisation d'un certain nombre de nos espaces. Je pense à l'ensemble de nos cours d'école, avec un vaste projet qui est mené sur la commune, mais aussi la désimperméabilisation du centre-ville que nous menons dès cette année. Céline Torres, quelles seront les conséquences de la ZAN, notamment sur le logement, le coût, le foncier? On y est déjà, c'est-à-dire qu'on assiste à une hausse du coût du droit à se loger qui est impressionnante ces deux dernières années et ces derniers mois surtout. Ça flambe à cause des taux d'intérêt, à cause de la hausse du coût des matériaux, mais surtout à cause de la raréfaction foncière. Donc aujourd'hui, les gens vont aller se loger plus loin parce que, je le disais tout à l'heure, on ne peut pas imposer à un Français de vivre dans un immeuble de 10 étages si dans sa tête il a une maison individuelle. Donc la densification, pour vous, c'est de la qualité de vie moins bonne? Alors non, parce que nous, aménageurs, on est capable de repenser ça. Mais par contre, il va falloir arriver à aménager la chèvre et le chou, si j'ose dire, à respecter, parce que c'est notre but, la biodiversité, l'écologie et cette loi climat, tout en permettant aux Français de quand même concrétiser leurs rêves et de continuer à vivre en maison individuelle, certes sur des plus petits terrains. Alors, monsieur le maire, comment justement loger, car je suis sûr que vos administrés sont en recherche de logements sociaux notamment? Mais loger, mais je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Madame Torres. Aujourd'hui, on peut penser différemment la densification. La densification, ça ne veut pas dire immeuble de plusieurs étages, mais ça veut dire typologie différente de logements. Ça veut dire logements qui sont séparés les uns des autres par des espaces végétalisés, bien plus qu'ils n'existent aujourd'hui. Alors justement, vous me tendez la perche pour ouvrir une des pistes de solutions pour atteindre ces objectifs. Donc ZAN, notamment sur le volet biodiversité, pour pouvoir donc rendre les villes plus vertes, plus vivables aussi. Il y a cette fameuse méthode Miyawaki, donc qui consiste à créer des micro-forêts en zone urbaine. Je vous propose de regarder ce reportage et on parle des solutions par la suite. La dernière racine est là, le col il est là. Donc la terre, il faut qu'il vienne à peu près là. Une forêt urbaine, en voici une, plantée il y a quelques mois à Pau, 750 arbres d'une trentaine de variétés. Je plante des arbres pour la biodiversité aussi. C'est cool parce qu'après on aura plus d'oxygène. La forêt urbaine, c'est un piège à carbone pour réduire la pollution dans un secteur très fréquenté de la ville, près d'un carrefour ou le long d'une route très passante. À Toulouse, 1200 arbres ont été plantés au printemps dernier dans le quartier de Rangueil. C'est la méthode japonaise Miyawaki qui consiste à planter un mélange d'arbres de façon dense et aléatoire. 3 ans après la plantation, la sélection naturelle aura fait son œuvre et en 15 à 20 ans, une forêt dense va pousser, pas besoin d'attendre des générations. Pour rafraîchir nos villes, il y a donc les micro-forêts urbaines, mais aussi les îlots de fraîcheur installés sur les grandes avenues, là où il fait très chaud. Des réservoirs d'eau de pluie sous la chaussée,
un système d'irrigation et de la végétation en surface. Voilà pour la recette pour obtenir quelques degrés en moins. Ces îlots de fraîcheur font de plus en plus souvent partie du cahier des charges des urbanistes pour créer des poumons verts en ville. Et nous voici à Nîmes, désormais du côté de la porte ouest de la ville, sur le site du projet Marché-Gare, un énorme chantier qui va durer 10 ans sur 23 hectares de friches industrielles et qui donc est cité en exemple de ce qui devrait être un recyclage urbain qui tient compte du développement durable. On en parle avec nos invités. Monsieur Touzelier, bonjour. Frédéric Touzelier, bonjour. Vous êtes premier vice-président chargé de l'aménagement du territoire de Nîmes Métropole. Tout à fait. Et avec nous aussi la vice-présidente de Terre de Liens Languedoc-Roussillon, Pascal Hockmann. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là. D'abord, vous rappelez ces chiffres qui nous donnent tout de suite le cadre de notre discussion. L'Occitanie attire chaque année 40 000 habitants de plus. D'ici 2040, il faut s'attendre à 1 million d'habitants de plus. Et quand on parle de la planète en général, 56% de la population vit en ville aujourd'hui. D'ici 2050, 7 personnes sur 10 vivront en milieu urbain. Il faudra donc trouver de l'espace pour les logements, de l'espace pour l'activité économique. Frédéric Touzelier, pourquoi ce projet est original? Est-ce que ce n'est pas une zone d'activité économique de plus? Ce projet est original pour deux raisons. La première, c'est qu'il a été pensé en 2020, avant que la loi résilience arrive aujourd'hui sur la table pour discussion. Et deuxièmement, parce qu'effectivement, on va construire aujourd'hui la ville sur la ville et on va faire de l'économique endogène et exogène sur cette zone qui demain sera une zone d'excellence. Alors c'est un quartier durable Occitanie, c'est-à-dire? Oui, c'est-à-dire que c'est un quartier durable Occitanie. D'ailleurs, il a été, il y a peu de temps, en 2021, je dirais, honoré dans ce domaine-là. Pourquoi? Parce que vous avez bien compris qu'on va doubler le nombre de logements, puisqu'on va faire du vertical aujourd'hui, ce qui n'était pas le cas. On va doubler le nombre d'entreprises de proximité aussi. Nous en avons relocalisé quelques-unes. Et puis, au niveau de la naturation, nous allons travailler avec BRL aussi pour éviter de consommer de l'eau potable. Donc, ce sera de l'eau brute. Et puis, nous allons travailler aussi sur tout ce qui est énergie renouvelable et énergie verte. Avec, bien sûr, beaucoup de surface de forêt, on va dire, de forêt méditerranéenne. Oui, tous ces espaces ont été travaillés, réfléchis, et il y aura bien sûr des variétés aujourd'hui qui s'adapteront complètement à la problématique que nous allons avoir, bien sûr, de la sécheresse. Alors, on va doubler la surface, passer de 14% à 38%. D'espace vert. Alors, Pascal Hockmann, quand on parle de la loi ZAN, cet objectif zéro artificialisation des sols, on oublie de dire souvent que ce sont les surfaces agricoles et naturelles qui en pâtissent le plus. Qu'en est-il en Occitanie aujourd'hui? C'est la même chose que partout en France, et à peu près 60% de l'artificialisation se fait au bénéfice du logement, et notamment de tout ce qui est pavillonnaire, 40% au titre des activités commerciales, artisanales et tout ce qui est voirie. Mais y a-t-il urgence à appliquer cette loi dans la mesure où encore en France, on a plus de la moitié de l'espace, c'est de la surface agricole? Oui, mais on a des espaces finis. On ne pourra pas rebâtir de la terre agricole. Donc il faut absolument préserver ce qu'on a, sinon on ne pourra plus se nourrir demain. Donc aujourd'hui, ce projet de recyclage urbain va dans le bon sens, selon vous, de ce qu'il faut faire avec cette densification. Ici, c'est de l'espace d'entreprise qui va être densifié. Il faut densifier les villes, il faut densifier les cœurs de village pour pouvoir préserver des zones nourricières aux alentours. Alors, Frédéric Touzelier, par contre, ici, on est sur une friche. Ce projet a aussi bénéficié donc du fonds friche Occitanie dans le cadre du plan Relance, France Relance. Mais est-ce que cela va suffire à répondre au projet de développement sur le territoire de Nîmes Métropole? Sur Nîmes Métropole, nous avons aujourd'hui une réflexion qui est liée justement à travailler sur les fonds friches existants. Donc, une fois que cette évaluation sera faite et que nous aurons, dans le cadre de la ZAN, la répartition du territoire en termes de foncier, nous évaluerons effectivement ce qui est possible en termes de demande et de besoins. Alors, le fonds friche, c'est à peu près 500 000 euros d'aide de la part de la région. Ouais. Mais est-ce que cela ne va pas être un frein au développement économique, ces objectifs qui sont posés aujourd'hui? Alors, pour parler de la situation d'une métropole aujourd'hui, nous avons énormément de demandes d'entreprises qui veulent venir justement s'installer chez nous. Et demain, avec la problématique de la ZAN
Et là où je suis d'accord avec ma collègue à côté, c'est qu'elle a une vertu, cette ZAN, c'est qu'elle permet aussi de lister quelque part les entreprises qu'on pourra mettre en place. Le ciblage est important. Mais elle a un défaut, aujourd'hui aussi, c'est qu'elle empêche toute réflexion sur le développement économique. Quand nous savons aujourd'hui aussi que nous avons un chômage à 2 chiffres, ça nous perturbe pour l'avenir. Quand on vous dit que la ZAN va être un frein au développement économique, qu'est-ce que vous répondez? C'est peut-être vrai par endroit, mais il est vrai aussi qu'il y a des emplois qu'on pourrait créer ici, notamment des emplois de paysans, pas forcément en ville, hein, mais aux alentours. On a énormément de friches dans toute l'Occitanie, énormément de terrains vides. Donc il faut aujourd'hui faire en sorte de pouvoir installer des paysans. Ça, c'est des emplois non délocalisables. En tout cas, on ne peut plus construire, selon vous, sur des terres nouvelles? En tout cas, pas sur des terres agricoles. Alors, avant de poursuivre, on parlait tout à l'heure de la densification comme étant une des solutions pour atteindre ces objectifs. Écoutez ce qu'en pense Romain Écochard. Il est juriste à la FNE, France Nature Environnement. Écoutez sa réponse sur ce sujet. Et quand on parle de densité, on a l'image des grands ensembles, dans les banlieues parisiennes, par exemple, qui ont été une catastrophe au niveau d'urbanisme. Ces grands ensembles-là, ils ne sont pas très denses, globalement. Parce qu'il y a tous les espaces de parking autour, parce qu'il y a beaucoup d'espace entre chacun. Des petits ensembles sur 2 ou 3 étages, c'est souvent beaucoup plus regroupé autour de quartiers sympas avec des espaces verts. C'est souvent beaucoup plus dense que les grands ensembles de banlieues parisiennes. Donc on sait aujourd'hui en termes d'urbanisme faire du qualitatif tout en restant dans la densité, hein. D'ailleurs, au niveau immobilier, souvent les quartiers les plus attractifs sont les quartiers les plus denses, hein. Vous allez dans le Paris haussmannien ou dans les centres-villes des grandes communes, là où le marché de l'immobilier est le plus où il y a les plus grosses valeurs immobilières, c'est là que vous avez le plus de densité, hein. Donc je pense qu'on peut aller vers du qualitatif. Alors voilà donc pour cet avis, la densification n'est pas forcément synonyme de perte de qualité de vie. Est-ce que vous pensez aujourd'hui qu'on peut appliquer la densification en ville et pour les entreprises? Quelle est la limite? Moi j'ai un avis personnel là-dessus. La densification doit être bien vécue, mais faut-il encore qu'elle soit intelligente? Une densification intelligente, c'est aussi quelque chose qui est réfléchi, posé, et pas fait en 1 an ou 2 ans comme le gouvernement aujourd'hui nous donne la possibilité de le faire. L'esprit de la ZAN, bien sûr, on est tous d'accord, il faut économiser, mais on ne peut pas non plus aujourd'hui conclure en 1 an une réflexion qui doit se mettre en place pour 3 ou 4 ans, parce que nous parlons pour les 15 ans à venir. Donc oui, elle peut se faire de manière harmonieuse, mais encore faut-il prendre le temps aussi de se positionner. Alors Pascal Hockmann, est-ce que cette ZAN va répondre donc à l'objectif qui est recherché? Est-ce que cela va suffire? Quelles sont les solutions que vous préconisez? C'est bien d'avoir cette loi. Il est clair qu'il y a eu beaucoup de dérogations à la loi, ce qui fait que très peu de communes de nos régions parviennent à l'objectif de 0 artificialisation nette qu'on pourrait en attendre. Les solutions, elles existent dans le sens où les collectivités peuvent s'emparer de la question, peuvent bloquer du foncier. On a une SAFER en France qui a aussi le rôle de pouvoir éventuellement faire du portage foncier. Il y a évidemment Terre de Liens qui fait de l'acquisition. Alors vous dites qu'il ne faut autoriser que certaines constructions, c'est-à-dire? Il faut autoriser des constructions de logements qui vont dans le sens de l'intérêt général. Et par exemple, il faut absolument arrêter tout ce qui est résidence secondaire, parce qu'on est déjà débordé de résidences secondaires. Et l'été, on se retrouve avec un afflux de population énorme. Et du coup, on doit importer notre nourriture encore plus. Et vous dites aussi qu'il faut augmenter des taxes lorsque des terrains changent d'utilisation. Il y a effectivement un certain nombre de dispositifs légaux qui existent déjà aujourd'hui, qui peuvent être mis en œuvre par les collectivités, les communes notamment. Lorsqu'une terre agricole passe en constructible, il pourrait y avoir des taxations. Alors, je suis maire de ma commune, je connais bien la problématique. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous. Premièrement, parce qu'il y avait 10 millions d'agriculteurs en 1945, il n'y en a plus que 300 000 aujourd'hui, et il y en aura 100 000 dans les 10 années à venir. C'est un fait, il n'y a pas de renouvellement. Aujourd'hui, nous allons contre un mur. Je reconnais que Terre de Liens ou les SIC font un travail formidable et admirable, mais aujourd'hui, moi qui suis maire d'une commune qui a vécu des incendies, parce qu'il manque aujourd'hui des bras et des mains pour cultiver, nous sommes devant cette expectative où les changements climatiques vont nous apporter plus de problèmes qu'autre chose.
premièrement. Deuxièmement, si je peux me permettre, c'est l'aspect régulation du prix du foncier. Et cette ZAN ne va pas réguler le prix du foncier, elle va le faire augmenter puisqu'il sera rare. Et ça, aujourd'hui, tout le monde le sait. Voilà, ça sera donc le mot de la fin. Merci d'avoir accepté cette invitation. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Notez bien que dimanche prochain, on restera sans doute sur ce sujet artificialisation des sols, mais sous l'aspect pénurie d'eau, avec Anne-Sophie Mondroux qui vous proposera donc un dimanche en politique sur ce sujet. Très bon dimanche à vous.